peuple du monde libre. Nous sommes Anonymous. La vidéo que je vous présente aujourd'hui fait état d'une forte activité dans la région syrienne. J'ai choisi de vous mettre quelques informations témoignant de la tournure des événements du conflit syrien. D'après ces sources citées en fin de chaque article, nous pouvons constater que la situation ne fait que se tendre depuis quelques semaines. Les pays cités dans ces articles sont la Syrie, l'Iran, l'Arabie Saoudite, la Russie, les États-Unis, la France, l'Irak, Israël et la Turquie. Comprenez bien que mes intentions ne sont pas d'affoler la population, mais seulement de vous informer d'une manière claire et concise que nous devons nous préparer à vivre un terrible conflit. Bonne lecture. Deux événements se sont produits, l'un à Moscou, l'autre dans le Golfe, qui pourraient être les déclics d'un affrontement généralisé. L'histoire retiendra peut-être, à Dieu ne plaise, que le troisième conflit mondial a débuté, à bas bruit, mercredi 30 septembre 2015. En 1914, tout a commencé un 28 juin par l'assassinat à Sarajevo de l'archiduc d'Autriche. À l'époque, évidemment, personne n'avait imaginé que cet attentat, perpétré loin des grandes capitales, allait conduire à la boucherie de la Grande Guerre. C'est le jeu des alliances, et l'irresponsabilité des somnambules, qui gouvernaient alors les grandes puissances, qui ont entraîné le monde vers l'abîme. Pourquoi une comparaison avec aujourd'hui? On a appris, ce 30 septembre, de nouvelles apparemment peu graves mais qui, combinées, pourraient être la double étincelle d'une déflagration que beaucoup redoutent depuis quelque temps. De quoi s'agit-il? Premier point, Iran-Arabie, le ton monte très vite. D'abord, l'Arabie Saoudite aurait à raisonner aujourd'hui de navires battant pavillon de son ennemi intime, l'Iran. Les bateaux étaient, semble-t-il, remplis d'armes à destination des rebelles houthistes du Yémen, que Riyad combat militairement. Cet arraisonnement est à l'évidence un acte hostile, si ce n'est de guerre. Il se produit dans une atmosphère particulièrement tendue entre les deux pôles de l'islam. Téhéran a violemment reproché aux Saouds, gardiens autoproclamés des lieux saints, de ne pas assurer la sécurité de base des pèlerins à la Mecque. Une accusation gravissime en ces périodes d'affrontement entre chiites et sunnites. Deuxième point, Poutine est entré en guerre en Syrie. Ce n'est pas tout. Ce mercredi 30 septembre, Vladimir Poutine a fait voter par son parlement fantoche une loi l'autorisant à mener une opération armée en Syrie. Son aviation a déjà commencé à bombarder à Homs. Or, on sait que, sur le terrain, les Russes seront alliés au régime de Bachar al-Assad, et, surtout, aux Iraniens. Tandis qu'en face, Occidentaux et pays sunnites du Golfe mènent leurs propres opérations. Les deux coalitions, qui ont, sur plusieurs points, des objectifs totalement opposés, risquent de se retrouver face à face. Il semble, d'ailleurs, que les bombardements russes de ce jour aient déjà touché une position de rebelles soutenue par les États-Unis, une information qui n'est pas encore confirmée. Hubris et bras de fer. Quoi qu'il en soit, la crainte est donc de voir le Kremlin, tout à son affirmation extérieure, pour faire oublier la déroute économique interne, et Téhéran, pris par l'hubris qui a suivi l'accord nucléaire de juillet, de tester au maximum la volonté de l'autre camp. Et de voir les Saoudiens, effrayés par la montée de l'ennemi mortel chiite, entraîner ses alliés, dont la France, dans un bras de fer sans fin, qui pourrait gravement dégénérer. Évidemment, ce scénario catastrophe n'est pas sûr. Il n'est pas écrit que les gouvernants actuels soient des somnambules, qu'ils n'empêcheront pas le conflit militaire de s'étendre au-delà de la Syrie et de l'Irak. Mais certains acteurs de cette partie sont tellement à cran qu'on ne peut l'exclure tout à fait. Vincent Jauvert. Dubaï, Reuters, les forces de la coalition saoudienne, combattant les miliciens chiites houthis au Yémen, ont confirmé mercredi avoir arraisonné un navire iranien transportant des armes en mer d'Oman.
Le cargo tentait de faire entrer en contrebande des obus et des roquettes à destination des rebelles chiites, précise la coalition, confirmant une information révélée par la chaîne de télévision Arabia TV. Le navire, avec 14 Iraniens à son bord, a été intercepté samedi, ajoute la coalition dans un communiqué. Les documents trouvés à bord démontrent qu'il appartient à un ressortissant iranien. Le Yémen est un des terrains où se recoupent les sphères d'influence des deux grandes puissances régionales, l'Arabie saoudite sunnite et l'Iran chiite. Source, le Nouvel Observateur. La Russie a commencé à bombarder en Syrie. Ses premiers raids ont été menés à Homs et Hama, mais viseraient en fait l'opposition, selon Washington. Attendu, l'engagement militaire russe en territoire syrien s'accélère. L'aviation russe a commencé à bombarder en Syrie, et a détruit notamment des équipements militaires et des stocks d'armes et de munitions du groupe État islamique, a confirmé Moscou, mercredi 30/09/2015, après que l'information eut d'abord été donnée par un membre de l'administration américaine ayant requis l'anonymat. Ces premiers raids russes, dont on ignore le nombre exact, ont été menés dans les environs de Homs, tenus en partie par des rebelles, non Daesh, a-t-il précisé. Damas a ensuite précisé que Hama était également visé. Moscou avait informé Washington de ses intentions 1 heure avant le début des bombardements, a-t-on indiqué du côté américain. Selon le général russe Yuri Yakoubov, les informations sur les frappes aériennes sont transmises aux États-Unis via le Centre de coordination antiterroriste, mis sur pied à Bagdad par la Syrie, l'Iran, l'Irak et la Russie. Feu vert du Sénat russe, Vladimir Poutine, qui a fait depuis quelques jours un fracassant retour sur la scène diplomatique en proposant une nouvelle coalition internationale, antiterroriste, contre Daesh, avait obtenu du Conseil de la Fédération, le Sénat russe, mercredi matin, l'autorisation, qui lui a été accordée à l'unanimité, de frapper militairement en Syrie. Le Kremlin a indiqué qu'il s'agissait d'une opération concernant la Syrie et excluant toute intervention des troupes au sol. L'objectif militaire de cette opération est exclusivement un soutien aérien aux forces armées syriennes dans leur lutte contre les îles, a précisé Moscou. Source, Les Échos. À la demande de Damas, le Kremlin l'avait clairement annoncé, un feu vert de l'ONU, ou bien une demande d'aide du régime de Damas, suffit à autoriser une intervention militaire russe. C'est chose faite, a confirmé la présidence syrienne, qui a confirmé qu'une lettre en ce sens avait été envoyée par Bachar al-Assad à Vladimir Poutine. Cette accélération de l'engagement de Moscou dans le dossier syrien s'inscrit sur fond de bras de fer entre le président américain Barack Obama et son homologue russe sur le sort réservé à Bachar al-Assad, tyran qui doit partir, pour l'un, et rempart contre les djihadistes du groupe État islamique, et, pour l'autre. La Russie aurait constitué en Syrie une unité aérienne mixte, russo-syrienne, constituée d'une 50aine d'appareils russes Su-24, Su-25 et Su-34, dont une trentaine appartenant à l'armée de l'air russe. Poutine appelle Assad à la souplesse, l'action préventive est le seul moyen d'agir efficacement contre les terroristes actifs en Syrie, a affirmé mercredi Vladimir Poutine, précisant que l'intervention russe se limiterait à des raids aériens et serait temporaire, et en jugeant possible et nécessaire, de coordonner les efforts internationaux déployés contre les djihadistes en Syrie. Une position relayée depuis New York par son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, qui présentera d'ailleurs ce mercredi à l'ONU un projet de résolution antiterroriste. La Russie est prête à ouvrir des canaux de communication avec la coalition formée par les États-Unis pour améliorer l'efficacité de la lutte contre les groupes terroristes en Syrie, a-t-il dit. Le président russe a de surcroît souhaité que son homologue syrien, Bachar al-Assad, fasse preuve de souplesse et se montre ouvert au compromis quant à l'avenir de son pays. Avec certaines limites, Assad doit être prêt au compromis avec l'opposition, toléré, car le règlement définitif et durable du conflit en Syrie n'est possible que sur la base d'une réforme politique et d'un dialogue avec les forces saines du pays, a affirmé Vladimir Poutine. Washington et Paris ont des doutes sur les objectifs, nous avons été clairs, et le secrétaire d'État, John Kerry, a été clair. Cette démarche russe ne changera en aucune manière les missions des États-Unis, ou de la coalition contre les missions aériennes en particulier, contre le groupe État islamique dans ce pays en guerre, a immédiatement déclaré le département d'État américain, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. La Russie avait auparavant invité l'aviation américaine à libérer l'espace aérien syrien avant que ses avions n'interviennent.
Les raids de l'aviation russe en Syrie ne semblent pas avoir été menés dans des secteurs tenus par l'État islamique, a par ailleurs affirmé un membre de l'administration américaine, ayant requis l'anonymat. La localisation des frappes russes en Syrie montre que Moscou est davantage dans le soutien au régime de Bachar al-Assad que dans la lutte contre Daesh, a ajouté une source diplomatique française. Des affirmations appuyées par le chef de l'opposition syrienne, soutenu par l'Occident, ces frappes ont tué au moins 36 civils et visé des zones dont le groupe djihadiste État islamique, EI, et le front al-Nusra, lié à Al-Qaïda, sont absents, a-t-il déclaré. Damas a de son côté affirmé que Homs est tenu par le front al-Nusra, la branche syrienne d'Al-Qaïda, et des rebelles islamistes, tandis qu'à Hamas sont présents les djihadistes de l'EI. Source, Les Échos. Une roquette tirée lors de combats en Syrie, pays voisin d'Israël, est tombée accidentellement dimanche 27/09/2015 sur la partie du plateau du Golan occupée par l'État hébreu. L'armée israélienne a précisé que cette roquette dont la chute n'a fait ni victime ni dégâts, provenait d'un tir perdu lors d'affrontements en Syrie, pays ravagé par une guerre civile depuis plus de 4 ans. Tsahal a répliqué en procédant à des tirs d'artillerie contre 2 positions de l'armée syrienne, situées sur le plateau du Golan, a annoncé dimanche une porte-parole militaire. Selon elle, ces tirs d'artillerie constituaient également une réplique à une roquette tirée de Syrie, qui s'était également abattue samedi sur la partie du Golan occupée par Israël. Israël a annexé une partie du plateau du Golan, nord-est, en 1981, après l'avoir occupé depuis la guerre de juin 1967. Cette annexion n'est pas reconnue par la communauté internationale, qui considère ce territoire comme syrien. Israël et la Syrie restent officiellement en état de guerre. La ligne de cessez-le-feu sur le Golan était considérée depuis 1974 comme relativement calme, mais la situation s'est tendue depuis l'éclatement de la guerre en Syrie en 2011. Depuis, des projectiles tombent régulièrement du côté du Golan occupé par Israël. Source, Le Figaro. La Russie pourrait entamer des frappes aériennes contre l'EI en Irak, si les autorités de ce pays en font la demande à Moscou, a rapporté le responsable du ministère russe des Affaires étrangères, Ilya Rogatchev. L'aviation russe bientôt en Irak ? Soit nous avons une demande appropriée du gouvernement irakien, soit une résolution du Conseil de sécurité, dont l'adoption dépend de la volonté du gouvernement irakien, a déclaré Ilya Rogatchev. En outre, sous réserve de motifs suffisants, les autorités russes envisageront l'opportunité d'une action tant politique que militaire, a ajouté le directeur du département des nouveaux défis et menaces du ministère russe des Affaires étrangères. Le premier ministre irakien Heider al-Abadi a déclaré jeudi 1er octobre qu'il saluerait des frappes aériennes russes contre le groupe djihadiste État islamique, EI, en Irak, et s'est dit déçu par l'aide apportée à l'Irak par la coalition internationale, dirigée par les États-Unis. Nous n'avons pas reçu d'aide massive des États-Unis. Nous avons besoin de la participation d'une large coalition, comprenant notamment la Russie et l'Iran, a-t-il indiqué. L'Occident est jaloux du succès de la Russie en Syrie. Néanmoins, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a précisé que les frappes aériennes russes seraient effectuées uniquement sur le territoire syrien. Nous n'allons pas porter de frappe en Irak, nous n'avons pas reçu de demande. Comme vous le savez, nous sommes des gens polis et nous n'arrivons pas si on ne nous invite pas, a indiqué M. Lavrov lors d'une conférence de presse. L'armée de l'air russe a entamé mercredi 30 septembre une opération militaire contre l'EI en Syrie sur décision du président russe Vladimir Poutine et à la demande du président syrien Bachar el-Assad. Les frappes aériennes russes ciblent les sites militaires, les centres de communication, les transports, ainsi que les stocks d'armes, de munitions et de combustible appartenant à l'EI. Source, Sputnik News. L'armée turque est entrée mardi 8 septembre en territoire irakien, pour la première fois en 4 ans, après une série d'attaques des rebelles du Parti des travailleurs du Kurdistan, PKK, qui ont tué plus de 30 soldats et policiers, et plongé un peu plus la Turquie dans la violence. 2 jours après une première embuscade à l'explosif dans laquelle 16 soldats avaient péri à Dalika, sud-est, le PKK a réalisé une opération similaire mardi, à l'aube contre un bus de la police, aux confins des frontières avec l'Arménie, l'Iran et l'Azerbaïdjan. L'attaque, dans la province d'Igdir, a fait 13 morts et 1 blessé, selon les autorités locales. Un précédent bilan faisait état de 14 tués. Source, Le Figaro. Un premier raid a eu lieu, dimanche 27 septembre, à Deir ez-Zor.
L'aviation française cible les camps d'entraînement et les centres de commandement où les djihadistes préparent leurs attentats. Que vise la France en Syrie? L'aviation française a pour la première fois bombardé le groupe État islamique, Daesh, en territoire syrien. Des rafales auraient détruit en totalité un camp d'entraînement proche de Deir ez-Zor, qui menaçait la sécurité de notre pays, a déclaré François Hollande, à New York, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. Ce premier raid fait suite à 3 semaines de vol de reconnaissance par des appareils basés aux Émirats arabes unis et en Jordanie. Le chef de l'État avait annoncé, le 7 septembre, cette extension du domaine de la lutte. Jusqu'alors, la France ne visait les djihadistes qu'en Irak. Qu'est-ce qui justifie ces frappes? La France vise des camps d'entraînement, comme celui qu'aurait fréquenté l'auteur de l'attentat manqué du Thalys, en août. Mais aussi des centres de commandement qui ont pu, par exemple, téléguider l'étudiant algérien arrêté en avril à Villejuif. Nous frappons Daesh en Syrie, car cette organisation prépare des attentats vers la France depuis ses sanctuaires, a déclaré Manuel Valls. Manière d'invoquer la légitime défense, prévue à l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Jusqu'à cet été, Paris estimait ne pas avoir de base juridique pour frapper en Syrie, contrairement à l'Irak, où la coalition menée par les États-Unis agit à la demande de Bagdad. Qu'apporte ce raid? Paris prétend agir de manière autonome au sein de cette coalition. La France y joue un rôle marginal. En Irak, elle a mené un peu plus de 200 frappes, soit 2 à 3% du total des raids menés par une vingtaine de pays. Pour un bilan global mitigé, le Pentagone parle de 10 000 djihadistes tués. Et si Daesh est endigué en Irak, il n'a cessé de gagner du terrain en Syrie. Surtout, Daesh reste un aimant, selon le New York Times, qui cite le renseignement américain. 30 000 combattants étrangers ont afflué en Irak et en Syrie depuis 2011, provenant d'une centaine de pays. Daesh enregistrerait toujours 1 millier de recrues par mois. Qu'est-ce qui changerait la donne? La fin d'une guerre civile qui a fait plus de 230 000 morts et jeté, sur les routes, 10 millions de Syriens. C'est le terreau sur lequel prospère Daesh. Lors du sommet européen, jeudi, à Bruxelles, Angela Merkel plaidait pour parler avec de nombreux acteurs, et cela implique Assad, en clair, une transition associant régime et rébellion modérée. Vladimir Poutine, qui accélère les livraisons d'armes à son protégé de Damas, réclamera un front commun contre Daesh, ce lundi, à l'ONU. Pour la France, pas question de pourparlers, encore moins d'alliance avec Assad. Il est le premier responsable du chaos actuel, a répété samedi Laurent Fabius. Bruno Ripochet. Source, Ouest France. Des centaines de soldats iraniens seraient arrivés en Syrie ces derniers jours pour participer à ce qui serait une grande offensive menée en commun avec les Russes et les Syriens. But, venir en aide au régime de Damas, très affaibli. À ce jour, officiellement, Téhéran n'a sur le sol syrien que des conseillers militaires, pas de soldats en armes prêts à combattre. Même si, depuis le mois de septembre, il se dit que les gardiens de la révolution, le corps d'élite de l'armée iranienne, a largement pris pied dans le pays. Les autorités iraniennes n'ont rien confirmé pour l'instant. La seule chose qu'elles aient faite, c'est d'afficher leur soutien sans réserve à l'intervention russe. Les deux pays sont dans le même camp, celui des soutiens du président syrien. Pour l'Iran, les frappes menées par Moscou sont extrêmement utiles, elles vont permettre de résoudre la crise. Ce qui n'est pas tout à fait l'avis des Occidentaux. Des attaques contre l'opposition, et pas seulement contre Daesh. L'intervention iranienne inquiète d'ailleurs beaucoup l'Occident. Plusieurs pays ont aujourd'hui rédigé un communiqué commun adressé à la Russie. Il faut immédiatement cesser les frappes, disent-ils. Il s'agit d'attaques contre l'opposition syrienne dans son ensemble et pas uniquement contre les djihadistes. Les premières attaques ont fait des victimes civiles, disent-ils, et ça risque de créer un engrenage, d'alimenter l'extrémisme. Le texte est signé à la fois par les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, la Turquie et les alliés arabes du Golfe. Hier, le Kremlin a reconnu que ces cibles étaient effectivement plus larges que celles de l'État islamique. Pour Moscou, tous les rebelles sont des terroristes islamistes. Et c'est toute la différence d'appréciation avec les Occidentaux, car dans les groupes visés par les Russes, certes, il y a le Front al-Nosra, branche syrienne d'Al-Qaïda classée terroriste par Washington. Mais il y a aussi d'autres groupes financés par les USA, ou l'Arabie Saoudite, ou le Qatar ou la Turquie.
Des groupes plus modérés, qui luttent aussi contre le régime de Bachar al-Assad. Des rebelles modérés ont d'ailleurs assuré qu'un de leurs camps avait été détruit par des missiles russes. Ils ont demandé aux pays arabes qui les soutiennent des armes anti-aériennes pour se défendre. Iran et Russie, des intérêts convergents. Bref, dans ce contexte, on comprend bien que l'implication de la Russie et de l'Iran risque de mettre encore un peu plus le feu aux poudres. L'implication de ces deux pays pourrait être un tournant dans cette guerre qui dure depuis 4 ans et demi, même si les deux pays n'ont pas exactement les mêmes intérêts. Les Russes cherchent surtout à protéger leur base navale de Tartou sur la côte ouest, c'est leur seul accès à la Méditerranée. Ils y sont depuis 1971, et ils veulent en faire une grosse base de ravitaillement. L'Iran, pays chiite, cherche en priorité à protéger les populations chiites de Syrie. Perdre le soutien de la Syrie, ce serait aussi perdre de l'influence face à son grand rival dans la région, l'Arabie Saoudite. Unis, la Russie et l'Iran pourraient bien réussir ce que les Occidentaux ne sont pas parvenus à faire depuis 2011. Depuis un an, et malgré ses quelques 2500 frappes, la coalition américaine a fait semblant de bombarder Daesh, disent les responsables russes, sans résultat. Nous, on va le faire de manière plus efficace. Mais on l'a bien compris, sous couvert de lutter contre le terrorisme, les Russes et les Iraniens cherchent en réalité à conforter Bachar el-Assad, aujourd'hui menacé. Ils sont renforcés évidemment par le manque de stratégie et d'engagement des Américains, pris de court visiblement par l'engagement massif, sans sommation presque, des Russes et peut-être bientôt des Iraniens. Source, France Info. Voilà, je conclus cette vidéo avec cette dernière information, qui n'est pas encore officielle, mais qui n'est pas impossible. En effet, le porte-avions Liaoning CV-16 serait arrivé dans le port syrien de Tartou où stationne déjà la flotte russe. Il serait accompagné d'un croiseur doté de missiles guidés. La Chine entre donc formellement dans l'alliance associant déjà l'Iran et la Russie dans la région. Je répète, cette dernière information est à prendre avec des pincettes. Source, Braisa Tao. Quotidien breton. Merci de votre attention, et bon courage. Amicalement, Damon Anonymous. Nous sommes Anonymous. Nous sommes Légion. Nous n'oublions pas. Nous ne pardonnons pas. Redoutez-nous.